Bonjour chers tous, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Deep Conversation. Le plaisir est pour moi d'être les vôtres. Yebelardo, 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 toujours Nakadra Yebelardo. C'est un plaisir de me joindre à vous à travers les différents supports de communication que vous avez, que ce soit vos tablettes, téléphones, écrans plats, télécharpe, peu importe la nature de ce moyen de communication qui nous permet d'être les vôtres ce soir. Et cette émission a pour objectif de recevoir des personnalités publiques, mais pas que. Nous nous sommes fixés l'objectif d'être l'espace d'échange, de partage de toutes les personnes qui ont des histoires à raconter, qui ont des itinéraires, qui ont des parcours de vie qui nous donnent d'apprendre, de grandir, d'avancer. Et l'émission d'aujourd'hui particulièrement est une émission qui a sûrement, sans l'ombre d'un doute, donnera beaucoup de pistes d'orientation sur la compréhension de soi. Deep Conversation, c'est maintenant. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une belle dame en face de moi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Bienvenue dans Deep Conversation à vous, madame Corinne. Merci. Que je connais personnellement. C'est une joie pour moi de t'avoir. Déjà, je me permets de te poser la question, est-ce qu'on se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie. Voilà. C'est une question que je pose à l'ensemble de mes invités. Peut-être que un jour, quelqu'un en face de moi dira qu'on se vouvoie, mais jusque-là, la plupart de mes invités m'autorisent à les tutoyer. Alors, madame Corinne, Oui, s'il était question que tu te présentes de la meilleure des façons, qui es-tu? Alors, Corinne, c'est une femme curieuse, ouverte sur les échanges, et empathique et surtout une mère. Je tiens à le souligner. Intéressant. Pourquoi se définir comme une mère d'entrée de jeu? Quand je suis en face de certains invités, quand je pose cette question, est-ce que tu peux te présenter de la meilleure des façons, de dire je suis passionné de ceci, je suis ceci, je suis cela, mais toi direct, je suis une mère. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le meilleur rôle qu'on peut avoir sur Terre, être maman. En tout cas, je souhaite à ceux qui n'ont pas encore connu ce que c'est avoir un enfant. Si tu te définis comme une mère, c'est quoi être une mère pour toi? Être une mère, c'est déjà être un super-héros pour une super-héroïne pour ses enfants, parce que maman est toujours forte. Maman n'est pas censée pleurer. Maman est censée tout connaître. Maman est censée être là, même quand elle ne peut pas. En gros, c'est ça, hein. Les plus grandes lignes d'être une mère. Je sens de la profondeur dans tes réponses. Mais avant qu'on en parle sérieusement, est-ce qu'on peut faire un tour vers le passé? Parce que il y a une approche qu'on utilise très souvent dans Deep Conversation, c'est de chercher à comprendre d'où vient notre invité, comment il a grandi, comment il s'est façonné et par la suite ce qu'il est aujourd'hui. Si on faisait un tour dans ton enfance, comment a grandi Corinne? Corinne grandit dans une famille où on peut définir des parents comme des super bosseurs. Qui se disent il faut qu'on travaille à 1000% pour donner un meilleur avenir pour notre fille ou pour nos enfants, entre autres. Et c'est ça en vrai. Si on doit dire que j'étais une enfant, on peut dire qui débordait d'énergie, mais qui ne voyait pas souvent ses parents parce qu'ils étaient souvent partis pour le boulot. Ok. Et est-ce que cela a eu de l'influence sur ton parcours étant qu'enfant? Tu dis déborder d'énergie. Oui, mais parce qu'en vrai, quand je parle de déborder d'énergie, c'est que je dirais pas malheureusement, mes parents l'ont peut-être pas connu parce que à la maison, j'étais une enfant plutôt réservée et à l'extérieur, étant donné que je voyais des adultes,
Bon, c'est là où j'exprimais plus ma personnalité, on peut dire, à l'extérieur qu'à la maison. Pourquoi? Pourquoi à l'extérieur, tu te permettais d'être toi, mais à la maison, tu t'enfermais dans une forme de timidité qui logiquement, quelque part, n'avait pas lieu d'être? Le fait d'être plus à l'aise à l'extérieur avec d'autres personnes, c'est peut-être parce que je me sentais plus proche de ces personnes-là que de mes parents. Pour moi, c'était juste ceux qui me donnaient un toit, qui me nourrissaient. Et les personnes avec qui je passais plus de temps, ce sont mes professeurs, ce sont mes amis. Donc, je pense que c'est ces personnes-là qui ont plus vu cette petite fille qui débordait d'énergie que mes parents. Est-ce que ce regard, c'est ton regard d'aujourd'hui ou c'était le regard d'hier? C'est mon regard d'hier. Ok. Ce qui remet à dire que ce regard a maturé avec le temps. Et Exactement. aujourd'hui, est-ce que tu dirais la même chose? Non. Tu dirais quoi alors? Ce que je peux dire de tout ça, c'est que enfant, on comprend pas souvent les choix de nos parents, mais c'est en grandissant qu'on se rend compte pourquoi ils ont fait ces choix-là pour nous. Ok. Aujourd'hui, ils se sont pas donnés à 1000%, je ne pense pas que j'aurais eu la possibilité d'étudier déjà, ou encore d'avoir un toit, ou à manger, avoir 3 repas par jour, ce qui n'était pas donné à tout le monde, ou encore avoir des cadeaux pour Noël, ce qui n'était pas donné, ce qui n'est toujours pas donné à tout le monde. Quel était par exemple un choix que tes parents, une décision, un choix fait par tes parents qui te semblait illogique alors que tu débordais de gaieté, d'énergie à l'extérieur, mais à la maison tu disais mais purée, c'est quoi ces parents qu'aujourd'hui tu estimes vraiment juste et tu considères peut-être comme un sacrifice? Le fait qu'ils soient tout le temps partis, que je comprenais pas, parce que c'était les missions de service, c'était tu rentres à 20h, 21h, on est déjà au lit, parce que la nounou t'a déjà couché. Du coup, tu vois peut-être pas ta mère parce que le matin, elle est allée bosser. Tu vois pas ton père parce qu'il est en mission de service, ça fait peut-être quoi, 2 mois. Tu le vois presque pas. Et dans 2 matins, tu te réveilles, t'as déjà atteint l'âge de la puberté. Et lui, il se rend même pas compte. Il pose la question à ta mère, mais à quel moment c'est devenu un bout de femme? C'était blessant ce type de remarque? Oui, mais parce qu'au final, c'était déjà trop tard. Il ne réalisait pas que je grandissais. Ok. Et au moment où il a réalisé, bah moi j'ai passé plus de temps avec des amis à l'extérieur qu'avec quand je voyais mes amis parler de leur papa, leur maman et que moi j'avais aucune histoire à raconter là-dessus, c'était un peu frustrant. Pour toi, c'était des sacrifices légitimes ou bien il fallait équilibrer les choses? Enfant, je me disais qu'il fallait équilibrer les choses, mais aujourd'hui, je pense que ça en vaut la peine parce que je pense que je fais un peu la même chose aujourd'hui et je comprends un peu ces choix-là. Que c'est un prix à payer? Oui, c'est un prix à payer. On comprend pas souvent, mais avec le temps, quand on grandit, on comprend pourquoi. Ok. Quand tu regardes ton enfance, quel est le premier souvenir qui te revient tout de suite? Quand je regarde mon enfance, quel est le souvenir qui me revient en premier? Si on faisait ce voyage. Oui, mais tout de suite, je vois une femme qui a la rage de laisser un patrimoine à ses enfants. Je parle Ok. de ma mère. Ok. C'est la première des choses que je vois. Tous les matins quand elle se levait, qu'elle mettait sa toge pour aller au tribunal. Ah, elle était juge. Non, elle était avocate. Ah, elle était avocate, ok. Et donc, Elle était, hein? elle n'est Elle n'est plus. plus. Ok.
Et donc, c'est cette femme-là que j'ai envie c'est ce souvenir que je chéris le plus. De voir cette niaque de se réveiller le matin pour conquérir le monde. Aujourd'hui, je me vois en elle. Sous quelle dimension tu te vois en elle? Est-ce que dans la combativité, face au challenge de la vie, face à la responsabilité que tu as envers ta fille, puisqu'au départ, tu t'es définie comme une mère? Ou bien c'est tout simplement, au regard des sacrifices qu'elle a eu à faire, tu t'es dit, je dois rendre fière ma mère? Bon, je pense que fière elle est de là-haut, je suppose. Mais c'est plutôt ce côté résilient qu'elle avait et ce sens de responsabilité qu'elle avait. Et comme tout parent, il y a eu beaucoup de sacrifices. Elle a dû sacrifier les moments de partage, des moments de qualité avec ses enfants pour nous assurer un avenir. À quel moment tu as compris que ton enfance était différente de celle des autres? Est-ce que c'est lorsque les autres racontaient les histoires de leurs parents, ou bien vraiment c'est avec plusieurs expériences que tu t'es rendu compte, tu dis, mais tiens, j'ai pas un parcours normal? Bon, on peut dire que ça fait partie de ça, déjà. Quand on est enfant et que on se retrouve, l'enfance, on le dit pas souvent, mais les amis sont souvent parfois cruels. Bon, après, je vais mettre ça dans l'innocence. Parce qu'ils se disent que c'est normal de dire et que forcément tout le monde vit la même histoire. Alors que c'est faux. Ces histoires-là ont souvent un impact soit positif, soit négatif sur autrui. Et moi, je pense que de prime abord, c'est déjà le fait d'écouter ses amis parler des vacances en famille, ou les soirs quand ils rentrent chez eux, ce qu'ils font, qu'ils ont le temps de discuter avec leurs parents, que leurs parents leur racontent une histoire. Nous, par exemple, on a connu des professeurs, des nounous, des femmes de ménage, parce que maman n'avait jamais le temps. En vrai, ma mère, elle a vécu la maternité avec ma fille. C'est ce elle a su ce que c'est aller déposer un enfant à l'école, Mais lui pas faire avec à toi. manger, mais non, pas avec nous. Nous sommes 3. Pas avec vous. Non. Tu dis que ta mère a vécu la maternité avec ta fille, mais est-ce que toi-même tu as vécu une maternité avec ta fille, pour ne pas répéter les mêmes, je sais pas, on va pas appeler ça erreur? Une partie, oui. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas avec moi, on n'est pas dans la Même ville? même ville. Mais je pense que je m'étais donné un challenge de ne pas faire les mêmes erreurs que ma mère. Je voulais être présente pour ma fille, aller la déposer à l'école, lui faire à manger, être présente pour elle, lui raconter une histoire. Mais au final, pour des raisons indépendantes, la voilà de l'autre côté et moi ici. Et Elle est à Brazza? Non, elle vit en France. Ok. Et aujourd'hui, ce que je reprochais à ma mère, peut-être qu'un jour ma fille me le reprochera. Ok. Tu dis qu'à un moment, ou disons à plusieurs moments, tu t'es senti abandonné. Est-ce vrai? Abandonnée, non. Seule, oui. Parce qu'il y a des moments où je voulais qu'on me lise une histoire par mon père, parce que bon, la télé influence, hein. Mais j'avais pas droit à ça, parce qu'il était tout le temps parti. Et ma mère, fatiguée par une longue journée de travail, elle n'avait pas l'énergie de tolérer les caprices d'un enfant. Parce qu'au final, l'enfant se rebelle, l'enfant devient capricieux pour se faire remarquer. Est-ce que tu t'es rebellé? Ou peut-être tu t'es posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis exposé à une telle réalité? Non, enfant, non, je l'ai pas réalisé. Peut-être dans ton innocence, pas... je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, le regard que tu as sur cette expérience de vie, il est totalement plutôt différent, ce regard. Mais hier, c'était pas le cas. Oui. Bon, aussi loin que je m'en souvienne,
Non, j'ai pas eu ce sentiment d'abandon. Ok. Non, je le dirais pas comme ça. Quelle était ta plus grande peur lorsque tu étais petite? La peur de l'abandon, le fait que mes parents peut-être ne rentrent plus à la maison. Pourquoi? Et pourtant, ils partaient travailler. Oui, mais est-ce qu'à cette époque je comprenais ça? Pour moi, maman est partie en mission de service. Papa, je sais pas s'il va rentrer. Il peut te dire j'arrive, mais il réapparaît 2, 3 semaines après. Mais après, c'est normal parce qu'en vrai, aujourd'hui, avant je comprenais pas, mais ma mère vivait dans un foyer polygame. Ok. Il ne pouvait pas être présent partout Ok. parce qu'il fallait qu'il soit là aussi pour mes frères en dehors de son côté professionnel. Ok. Donc, je pense que c'est ça en fait. Maintenant, quand on essaie de regarder tout ça, je me dis toujours, peut-être qu'il y a des répercussions dans la vie adulte. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans ton quotidien de tous les jours, il y a une blessure d'enfance qui te poursuit Oui. J'ai peur de l'abandon et jusqu'aujourd'hui? d'un foyer polygame. On dit souvent lorsqu'on a peur de quelque chose, la chose malheureusement finit de nous rattraper. À la place de la peur, l'idéal ne serait pas peut-être un process de guérison pour accepter déjà que c'était nullement de ta faute de vivre l'abandon. On va enlever le mot abandon, qui peut peut-être avoir une connotation assez bizarre, de vivre la solitude. Ça, au moins, c'est un fait. Et de vivre dans un foyer polygame, c'est indépendamment de ta volonté. Oui. Il y a une chose que je retiens, en tout cas cette année, une leçon que je me suis dit. Il y a des choses pour lesquelles je suis responsable. Il y a des choses pour lesquelles je suis pas responsable. Ok. Réussir ma vie, investir, m'acheter un terrain, une voiture, dépend de moi. Mais exiger à une personne de rester dans ma vie ne dépend pas de moi. C'est la leçon que j'ai retenue de mon expérience jusqu'ici. Donc non, comme tu as su le dire, aujourd'hui j'ai guéri de mes blessures. J'ai plus peur de l'abandon. J'apprécie ces moments de solitude parce que je me dis aujourd'hui, avant, j'étais en quête d'amour, mais aujourd'hui, je suis capable d'en donner. Et donc, je n'attends plus qu'on me donne, mais je suis capable de donner plus qu'on me donne. Et le fait que je sois... Est-ce que le fait de donner plus qu'on te donne, n'est-ce pas là un piège? Un piège, non. Parce qu'en vrai, tu souffres moins. Parce que tu attends moins d'autrui. Je te prends un cas pratique. Si ton réceptacle d'amour Ouais. est grand Ouais. et qu'en face, et ça y est, d'ailleurs, c'est le cas, Ouais. puisque dans ton process de guérison, tu dis que ton cœur est fait pour pomper le sang. Exactement. Et que tu es disposé à recevoir autant d'amour possible. Okay. Tu dis que tu es disposé à donner plus, même si en retour on te donne moins. Si ton réceptacle d'amour est, disons, je sais pas, une bassine d'eau, et que on te donne des seaux, un seau, 2 seaux, c'est pas suffisant pour remplir cette bassine. Est-ce que là tu vivras pas avec des frustrations de te dire que je donne plus, mais on me donne moins? N'est-ce pas là un piège? L'idéal ne serait pas de chercher l'équilibre? Au fait, pour répondre à ta question, je pense pas que ce soit un piège. Moins on attend d'autrui, moins on souffre. Okay. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il y a des limites. Je suis capable de beaucoup donner, mais je sais aussi stopper quand je me dis que j'ai trop donné, que j'ai pas un retour. Mais l'attente que j'avais autrefois de l'amour n'est pas la même attente que j'ai aujourd'hui. Okay. Donc, je me dis, on donne, mais il y a des limites aussi. Est-ce que cette relation avec ton père, si on repart dans le passé, qui n'a pas été la relation que tu aurais voulu,
influence aujourd'hui ta façon d'interagir avec les hommes ou peut-être même dans tes relations? Je suis beaucoup plus exigeante aujourd'hui parce que dès que Quand tu dis j'ai exigeant, tu demandes plus de temps, plus d'attention, plus de... des moments de qualité, le respect, C'est ton langage d'amour? oui. Ok. Donc j'apprécie les moments de qualité, le respect et la constance. Ok. Autrefois, je l'avais pas parce que mon père, il se disait qu'il fait ce qu'il peut, hein. Il était polygame. Donc, pour lui, être là aujourd'hui et ne pas être là demain parce qu'il doit être présent pour les autres, C'est c'est normal. Mais moi, en tant qu'enfant, je le comprenais pas. Je l'admettais pas, au fait. Aujourd'hui, en couple, pour moi, la constance est primordiale. À moins qu'il y ait une raison irrévocable de cette absence. Ok. Quelle est ta perception sur la polygamie, toi qui as vécu, je sais pas, dans un foyer polygame? Est-ce que c'est du gaspillage d'énergie? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que tu penses que ça n'a pas lieu d'être? Ou bien, coutumièrement, comme on dit qu'on est des bantous, parce que tu as en toi, qu'on le veuille ou pas, c'est ton histoire, les marques laissées par cette expérience. Bon, je veux te répondre sincèrement. Ok. Moi, la polygamie, c'est une arnaque. Pourquoi? Bon, après, ça dépend. Je juge pas, on est des bons tout. C'est ton point de vue. Pourquoi c'est une arnaque? Au fait, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est qui tout double. Bon, polygame, oui, dans le sens où les messieurs qui sont dans des foyers polygames, ils se disent être équitables. Parce que il se dit, je donne 100 000 à X, je donne 100 000 à Y, et c'est bon. Il se dit, je suis un jour ici, un jour là, mais l'autre jour peut-être en mission de service. Les enfants ne comprennent pas. Pourquoi ça peut marcher comme ça peut pas marcher? Comme chez les musulmans, hein, qui sont autorisés à être polygames. Eux, par exemple, ils vivent dans la même maison. Ils vivent dans la même maison. Chez nous, par respect, l'autre est de l'autre côté, dans un quartier X, et l'autre est pour éviter une relation conflictuelle, parce que les femmes... Et donc, du coup, le fait que tu sois là à 12h30 et 48 heures de l'autre côté, ces enfants-là, quand t'es pas là, on leur dit quoi? Moi, là, dans ta réponse, j'ai l'impression que tu donnes un point de vue en partant d'un regard d'un constat, au fait, d'un fait de société. Mais j'aimerais que ta réponse soit beaucoup plus orientée en partant par ton vécu, en partant de ton expérience personnelle. Est-ce que tu estimes que, au vu de ce que tu as vécu, assure-moi si toi tu l'as vécu, tes sœurs et frères l'ont vécu, les autres enfants aussi de l'autre maman l'ont vécu. Moi, ce que je veux, c'est que tu nous partages ton ressenti. Voilà, en disant, je pense que c'est une mauvaise expérience parce que voilà ce à quoi la polygamie m'a exposé. Bon, pour répondre à ta question, je suis totalement d'accord. Par rapport à ce que j'ai vécu, et pour moi, c'est une mauvaise expérience. Okay. Parce que au final, il n'y a jamais eu l'équité, pour moi en tout cas, hein, de ce que je pense pas que du point de vue de mon père, il aurait dit pareil. Mais je pense qu'il était plus présent chez les autres que chez nous. Ok. Et ça, c'est un choix qu'on ne pourra malheureusement pas justifier et comprendre, puisque papa aussi n'est plus là. Non, il n'est plus là, malheureusement. Ok. Est-ce que tu as déjà accepté certaines choses simplement parce que tu cherchais l'amour? Monsieur JM. Oui. Qu'est-ce que vous me faites? J'ai envie de comprendre. Bon... Parce que, assurément, l'objectif de Deep Conversation, c'est parfois mettre les mots sur des expériences de vie. Assurément, tu n'es pas la seule personne. Et peut-être qu'il y a une petite sœur. Aujourd'hui, toi, tu prends en maturité et j'aime la femme que tu deviens.
c'est plaisant de discuter avec toi. On sent qu'il y a de la réflexion. Aujourd'hui, tu arrives à faire la part des choses, à trouver l'équilibre dans tes décisions et tu sais ce que tu veux. Mais peut-être il y a une jeune fille qui actuellement se trouve à ta place. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, elle peut tomber sur cette vidéo et il faut que tu sois la voix prophétique pour cette jeune fille. Une voix de guérison. Peut-être pas seulement pour une jeune fille, mais aussi pour un jeune garçon. Parce que nous aussi, on a des émotions. Ah ouais? Oui. Donc, tu peux reformuler ta question, s'il te Donc, plaît. est-ce que tu as accepté les choses simplement parce que tu cherchais l'amour? Je pense oui. Avec le temps, avec beaucoup de recul, je dirais oui. Quel type de choses? Je pourrais pas l'évoquer aujourd'hui. Aurons-nous droit à une autre émission pour que tu évoques ces choses? On like d'abord et on partage. Ok. As-tu connu des relations qui étaient la conséquence directe de ces blessures? Tu peux reformuler ta question. Et tu t'es déjà retrouvé dans des relations et par la suite tu te rends mais purée. Là, je suis en train de vivre, de répéter une expérience que j'aimais pas, mais en fait c'est ta blessure intérieure qui t'amène vers cette relation. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, avec le recul, tu comprends les choix de tes parents, de ton père, de ta mère. Est-ce que tu as une forme de colère envers tes parents? Non, non. Plus maintenant. C'est plutôt une leçon de vie que je le prends comme ça, en fait. Une leçon de vie. Je suis plus en colère parce que je comprends et peut-être que je fais même les mêmes choses qu'ils faisaient autrefois. Et si tu étais en face de tes parents, qu'est-ce que tu diras à ta mère? À ma mère, Oui. On commence avec maman. je dirais, maman, grâce à ta résilience, grâce à ta rage de vivre, aujourd'hui, je suis une femme bosseuse et responsable, simplement. Et tu diras quoi à ton père? Et grâce à lui, j'arrive à détecter les hommes, Les hommes quoi? les menteurs, Les plaisantins? les plaisantins. Comment tu arrives à détecter? La dernière fois, tu me partageais une histoire, un petit temps de rire. Hein. La dernière fois, tu me partageais une histoire où tu me disais que quand un homme te trompe, ou quand tu es dans une relation où le gars veut jouer à des double tours, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, j'ai grandi dans ça. J'arrive à le détecter. J'arrive à détecter. Et ça, c'est des qualités, des compétences. On va appeler ça des compétences. Grâce à mon père, je suis devenue détectrice et j'arrive à dénicher ce caractère-là, malheureusement. Et je lui dis, t'es un petit joueur. Mon père, c'est un génie. Donc moi, Génie je de peux la l'apprendre. tempérie. Ah oui. Et les femmes. Oh non, je vais pas dire ça comme ça, c'était un charmeur. C'était un charmeur. Ouais. Ok. Et il savait bien charmer. En tout cas, il savait ce qu'il voulait. Ok. Il savait ce qu'il voulait. Penses-tu que ta mère a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait à l'époque et que si il y en avait davantage, elle passerait davantage de temps avec toi? Je le pense, oui. Parce qu'elle a eu à le démontrer avec ma fille. Je pense que c'est la relation avec la relation de ta mère, c'est-à-dire grand-mère et petite fille, qui t'a montré vraiment que c'était des sacrifices plutôt que de l'abandon. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, tu es maman. Qu'est-ce qui change? Dans quel contexte? Je vais reformuler la question. Aujourd'hui, tu es maman. Qu'est-ce qui change quand on a soi-même manqué d'amour? On a envie d'en donner beaucoup plus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsque la personne à qui on veut donner n'est plus avec nous à cause d'un déplacement? À qui tu donnes l'amour que tu étais censé donner à ta fille? Parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Ça, je te dirai pas. C'est un secret. L'objectif, c'est vraiment d'être
De partager, hein, Oui, mais même à mon prochain, hein, j'ai de l'amour pour tout le à monde. donner. Oui. L'amour qu'on donne au prochain, tu penses que c'est la même dimension d'amour qu'on donne à sa fille? Non, pas du tout. Après, elle a sa part à elle, hein. Je ne peux pas donner à autrui. Mais bon, je pense qu'il en profite aussi un tout petit peu. Tu as dit que quand tu regardes ta fille, tu dis, waouh, il faut pas que je répète les mêmes erreurs que ma mère. Bon, pas les erreurs, je vais pas appeler ça des erreurs, je vais plutôt la même expérience que ma mère. Aujourd'hui, quelle mère cherches-tu à être pour ta fille? Super girl, super woman, ou quoi? Super, mamie en anglais, c'est quoi vous qui utilisez du l'anglicisme? Bon, pour répondre à ta question, aujourd'hui, j'aimerais bien être présente pour ma fille, mais physiquement, je peux pas. Grâce au réseau, grâce à la technologie aujourd'hui, on a Tu parles beaucoup avec elle? WhatsApp, donc on cause sur les plateformes qu'il faut. Elle a quel âge? Elle a 13 ans, ma fille. Elle est grande comme ça? Ah oui. Pas seulement grande en âge, mais en taille aussi. Elle a Sérieux? 1m68. Et elle termine son année avec 17 de moyenne 32. Je suis très fière d'elle. Tu causes avec elle à chaque fois sur WhatsApp? Oui. Non, les week-ends parce que elle vit dans un environnement très disciplinaire et donc elle a des horaires où elle a droit au téléphone, à la télé et tout ça. Donc on cause plus souvent les week-ends. Je croyais que c'était une fille de 5 ans. Non, mais... c'est une grande fille, une ado. Elle passe en 3e là. Ouh, incroyable. Est-ce que c'est une forme pour parler de reconstruction? Parce que quand je discute avec toi, je sens que lorsqu'on va parfois en profondeur sur certaines questions, tu bloques. Est-ce que c'est elle ta guérison ou est-ce qu'aujourd'hui tu es guéri pleinement? Ou tu me diras on ne guérit pas pleinement? On ne guérit pas pleinement, mais en voyant ma fille, le bout de femme qu'elle devient, je me dis que ça en vaut la peine. Est-ce que tu es guéri? Oui, aujourd'hui, oui, je peux le dire. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Et qui t'a aidé à croire à nouveau en toi? Est-ce ta fille? Est-ce les expériences? Est-ce le recul? Est-ce la maturité aussi de l'âge? Parce que je pense que, si tu me permets, vas-y. D'ailleurs, j'en parle dans Le pouvoir caché des relations. Et c'est même l'une des raisons de notre conversation aujourd'hui. Parce que tu as vu le livre, tu m'as dit, tiens, ton livre, ça me parle. Et puis, la première fois quand tu as acheté le livre, on a eu un petit temps de discussion et j'ai dit, mais tout ce que tu vis comme expérience, j'en parle dans le livre. Exactement. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, parce que le pouvoir caché des relations fait ce travail qui va de l'enfance. En fait, c'est plus ou moins ce qu'on vient de faire avec toi. On va de l'enfance, on s'interroge, on se pose des bonnes questions. Et puis, à un moment donné, on accepte ce qui, notre enfance, notre passé, l'étape que tu as franchie, tu as accepté. Mais par la suite, on commence à guérir. Et quand tu évites certaines choses, tu évites de parler sur certaines choses, je me dis peut-être que elle n'est pas si effective que ça, la guérison. Donc, du coup, aujourd'hui, tu peux... C'est parce que j'aime garder une partie de mystère. Ok. De moi. C'est juste par choix. Par choix. Mais sinon, pleinement. Mm-hmm. Donc, c'est ta fille qui t'a aussi aidé à guérir. Exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu as déjà pardonné à tes parents. Aujourd'hui, parce que quand on a échangé, tu avais vraiment une colère envers eux. Aujourd'hui, est-ce qu'il arrive que tu pardonnes facilement les choses qu'à pratique, ton regard sur l'infidélité? Je suis très radicale. Parce que j'ai pas envie de revivre mon expérience d'enfance, simplement. Et quelle est ta relation avec le pardon? Cette radicalité est la conséquence de ton parcours de vie, sans l'ombre d'un doute, de ton enfance? Exactement.
Et ta relation avec le pardon, est-ce que tu peux pardonner? Je pardonne, mais je suis pas obligée de te remettre dans ma vie. Mais je préfère te garder un peu loin de moi. C'est pour des mesures de sécurité. Avec la peur de revivre? Exactement. Je dis une fois, c'est déjà quelque chose, 2 fois, c'est trop. Que dirais-tu à un parent qui aujourd'hui pense que le plus important dans la vie, c'est de subvenir aux besoins des enfants et que la vie émotionnelle, c'est un détail? Parce que je pense aussi quelque part, on peut se sacrifier. Mais le sacrifice ne doit pas l'emporter sur le bien-être émotionnel de nos enfants. Je dirais à ce parent d'essayer en tout cas de trouver l'équilibre. C'est pas toujours évident, mais quand on peut, on le fait. Comme emmener les enfants en vacances, prendre des congés. Parce qu'il y a des parents, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas pris de congés. Et ces moments de congé-là créera des moments de qualité. C'est ce que l'enfant retient au final. J'étais en vacances avec papa et maman. C'est vrai qu'ils étaient pas là pendant la période scolaire. On a nos occupations. Mais aller en vacances ou rester même à la maison, en famille, un week-end, une semaine, c'est quelque chose. Donc trouver l'équilibre, c'est pas toujours évident parce que je pense que chaque parent ne veut donner le meilleur que ce qu'il a reçu quand il était petit. C'est pourquoi ça crée des hommes ou des femmes acharnées dans le travail parce qu'il veut laisser un héritage, parce qu'il veut pas que ce dernier travail soit à la recherche d'un emploi comme lui il a été autrefois. Et donc je pense que c'est juste trouver l'équilibre en créant des moments de qualité avec ses enfants. Tu as vécu énormément de choses que tu as transformées en force aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce que un enfant a le plus besoin? Subvenir. Voilà, que les parents subviennent à ses besoins, ou bien c'est subvenir aux besoins de l'enfant, c'est bien, mais être présent, c'est peut-être mieux, et prendre soin émotionnellement de l'enfant, c'est largement meilleur. Il faut trouver l'équilibre en tout ça. Parce que on ne peut pas négliger l'un que l'autre. Un parent très présent, mais qui n'arrive pas à donner ses chances à son enfant d'aller étudier ou d'avoir un repas, c'est encore plus difficile parce que cet enfant-là lui dira, mais je t'ai pas demandé de me faire venir dans ce monde et t'arrives même pas à me donner de quoi manger. Donc il est obligé d'aller travailler, il est obligé d'être présent pour lui émotionnellement. Et pour ça, il faut trouver l'équilibre. Ok. Vraiment, merci pour ces questions. On va attaquer le dernier virage de notre émission, qui est la partie des questions signatures de Deep Conversation. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler que mon livre, Le pouvoir caché des relations, est disponible ici à Brazzaville, plutôt ici à Pointe-Noire, puisque je suis dans la ville aussi depuis un moment déjà. Vous le savez, et je ne cesse de le partager à travers les différentes publications. Sur mes réseaux. Donc le livre, mon premier livre, Le pouvoir caché des relations, est disponible ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie, au prix de 15 000 francs CFA. C'est très simple. Si vous avez besoin de ce livre, merci de nous contacter à travers nos réseaux, mais aussi au plus 242 04 473 94 94. Et si vous êtes en France, comme la fille de notre invité, n'hésitez pas à commander le livre sur Amazon au prix de 25 €. Il vous suffit juste de taper JM Tikaya ou Le pouvoir caché des relations. Vous verrez un livre avec une belle couverture où on est écrit pouvoir cacher des relations. JM Tikaya, commandez et le livre vous sera livré sous 7 jours, sauf erreur de ma part. Alors, lorsqu'on reçoit les invités dans Deep Conversation, on a 20 questions. Mais c'est des questions fast. Donc, questions, réponses. Libre à toi de développer ou pas. Dites-moi. Est-ce que tu es prête pour les questions signature? Dites-moi. Ok. Quel est aujourd'hui ton plus grand regret? J'en ai pas. Pas de regret? Non. Que des leçons, pas de regrets. Et si, à la place, tu n'as pas de regret, c'est quoi une des leçons? Que je retiens, c'est de se concentrer
sur ce qui dépend de toi et pas sur ce qui ne dépend pas de toi, simplement. La blessure qui t'a le plus transformé. L'absence de mon père, Quelle est ta plus grande victoire? d'avoir eu une fille très intelligente. Je savais. Tout de suite, je sentais dans mon cœur, elle va parler de ta fille. Quelle est la personne qui a changé le plus le cours de ta vie? Ta mère ou ton père? Ou les deux? Les deux. Pourquoi? À cause de... Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est complémentaire. J'ai l'image d'une femme bosseuse, responsable, prête à faire des sacrifices pour ses enfants. J'ai l'image d'un père, tant mieux que mal, hein, qui ne voulait donner que de l'amour, mais qui n'avait pas la possibilité, faute de temps. Y a-t-il une personne que tu aimerais demander pardon aujourd'hui? Ma fille. Je vais vous saouler avec cette histoire. Oui, parce que c'est la situation ne me permet pas de la voir tout de suite. Ça fait 9 ans que je l'ai pas vue. Et c'est indépendamment de moi. Donc pour ça, je lui demande pardon. Ok. Et y a-t-il une personne que tu aimerais remercier aujourd'hui? Spécialement. Oui. Mais ils sont plus là. Merci à mes parents, parce que sans eux, je serais pas ici. Sans ces sacrifices, je serais pas le bout de femme que je suis aujourd'hui. Et merci à mes frères et sœurs qui ont contribué à l'éducation de la petite femme enfin, la grande femme que je suis aujourd'hui. Et quel est le plus grand conseil que tes parents t'ont donné? Va conquérir le monde. Waouh. Allons conquérir le monde avec Deep Conversation. Quel conseil aimerais-tu donner à la personne que tu étais à 10 ans? De s'armer de patience parce que la lumière est au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Au final, autrefois, je comprenais pas. Mais avec le temps, aujourd'hui, j'ai compris. Et ça fait la femme forte que je suis aujourd'hui. Quelle est la chose que les gens comprennent de mieux, le moins chez toi, qui pour certains, c'est d'une incompréhension, au vu de ton riche parcours? Ta dureté, ta douceur? Je pense que ce que les gens ne comprendront jamais, c'est, comme on dit, mon cœur de pierre. On va toujours me le reprocher. Mais c'est une force, c'est une forme de force. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis non. Si je dis non aujourd'hui, c'est pour une raison. Ok. Parce que je n'ai plus envie d'être la victime. Ok. Simplement. Ok. Donc, j'ai pas un cœur de pierre. Je sais juste dire non. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille retienne de toi et même tes futurs enfants? Que tu étais une femme combattante comme ta mère, comme leur grand-mère, ou bien? déjà ça. Et c'est que ce qu'on fait dans le passé ne nous définit pas aujourd'hui. Enfin, les erreurs que nous commettons dans le passé ne définissent pas la meilleure version qu'on va être demain. De ne jamais abandonner ses rêves, d'aller jusqu'au bout, quels que soient les embûches. Wow. Si tu pouvais vivre une seule journée de ta vie, avec qui aimerais-tu passer cette journée? Vous avez la réponse. Je prendrai l'avion pour aller voir ma fille. Pas avec les parents? Non. Avec ma mère. Après, il y a 5 ans, on m'aurait reposé la même question. J'aurais dit prendre ma mère dans mes bras et lui dire de se pardonner à elle-même. Parce qu'elle a tout donné. Parce que tu avais l'impression que ta maman avait... des remords. Des remords et se ruminait un peu... Exactement. Pourquoi j'ai pas été... Exactement. Je pense qu'elle aurait voulu faire mieux les choses autrefois. Donc, il y a 5 ans, c'est ce que j'aurais dit. Lui prendre dans mes bras et lui dire qu'elle a tout donné pour... Mais avant ça, moi, est-ce qu'elle s'est pardonnée? Je pense. Puisqu'on a eu une conversation sur son lit de mort. Je pense qu'elle s'est pardonnée. Comment a été cette expérience? Je ne le souhaite à personne.
Je garde le suspense. Est-ce que vous avez attendu qu'elle soit sur son lit de mort pour échanger autour de... Non, on a eu Ou déjà avant? Non, avant, Petit à on a petit, eu des discussions. Après, quand on grandit, les parents nous parlent comme des adultes. Hein. Ok. Mais j'ai fort heureusement pour moi, je savais pas qu'elle allait mourir parce que chaque fois elle nous répétait le jour où je vais mourir, vous saurez pas. Et donc ce soir-là, on a eu une discussion très profonde où elle m'a donné des conseils de vie, où j'ai compris le pourquoi de ses sacrifices et que j'ai compris aussi qu'elle s'est pardonnée à elle-même. Tu peux nous partager ces quelques conseils ou bien c'est à caractère privé? Non, qu'à la clé d'abord pour le prochain. Prochainement. Ça, je garde pour moi. Ok. Même à moi, en privé, rien. Peut-être en privé. Ah, ok. D'accord. On est à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que tu aurais souhaité mettre en avant? Mais malheureusement, peut-être une vérité que tu allais peut-être nous partager, mais que j'ai pas eu la force peut-être de poser. Je pense qu'on termine sur une bonne note et on garde le suspense pour une prochaine émission. Est-ce que tu nous reviendras? J'espère. J'ai passé un bon moment. On a voyagé dans ton histoire, mais on n'a même pas touché le côté professionnel. Dis-toi, tu es une femme entrepreneur. Tu travailles dans quoi déjà? Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une boutique. Ok. Qui a pour but de vendre des mèches de qualité, de confectionner des perruques et l'entretien de ces perruques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'acheter des perruques et après, quand elles arrivent chez elles pour un entretien... C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Nous, on s'engage à vous vendre la perruque, à la maintenir et à vous rendre belle. À petit prix. Et ça sera fonctionnel sous combien de temps? Dans 2 mois. Dans 2 mois. Il y a un dernier sujet qui me semble très intéressant. Mais je sais pas si on l'aborde ou on l'aborde au prochain. On peut ouvrir le débat. C'était ta perception sur une femme qui a déjà un enfant dans les mères célibataires, puisque t'es mère célibataire. Ton regard sur les mères célibataires. Tu me disais, j'aurais du mal à valider une femme mère célibataire, mais alors que toi-même t'étais mère célibataire. Non, c'est un ami à toi qui te l'a dit, c'est pas moi. Mais tu as soutenu. Non. En vrai, aujourd'hui, une femme qui a un enfant est très mal jugée dans la société. Enfin, il y a beaucoup de préjugés sur les femmes qui ont eu un enfant et qui ne sont plus dans ce foyer. Mais est-ce que les femmes qui ont les enfants n'ont pas droit à l'amour, au bonheur? Effectivement, je suis la preuve vivante. Mais on a droit à l'amour. Mais tu es méfiante, après tout. Mais c'est normal. Quand on a trop d'amour à donner, on est méfiant ou pas? Pourquoi les hommes devraient avoir peur ou être méfiants parce que ils sont en relation avec les mères célibataires? La peur se situe à quel niveau? La peur que ces derniers se retrouvent entre les bras de leurs ex, ou bien? On m'a toujours dit, un homme n'a pas peur d'un dragueur, mais d'un ex. Donc, il se dit que l'ex, notamment le papa de cet enfant, connaît mieux sa femme certainement que lui. Donc, c'est ça, en vrai, la peur. On se dit que forcément, s'il y a une situation, au lieu qu'ils en discutent, elle appellera forcément le père de son enfant. Et c'est cette peur de tomber sur un pseudo-piège, je pense. Mais sinon, non, on a tous droit à l'amour. Merci. Alors, tu vas regarder ta caméra et tu vas laisser un message à toutes les personnes qui nous regardent, qui regardent cette émission. Et peut-être demain, après-demain, toi et moi ne serons plus là. Nos enfants, nos petits-enfants, ceux de la génération future, quand ils viendront, ils pourront s'asseoir devant leurs écrans, regarder Tata Corinne et écouter ce message. Alors, ce que je peux dire à une personne qui me regarde aujourd'hui, c'est de s'aimer et de se concentrer sur ce qui dépend de lui.
C'est tout ce qu'il faut retenir. On a beau faire des erreurs dans la vie, mais ça doit pas être une fatalité. Au contraire, ça doit être un moteur une motivation de se relever et de faire mieux qu'hier, simplement. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci à toi. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être les vôtres ce soir, durant toute cette émission. On a pris le temps de découvrir le parcours. Vraiment, on n'a pas parlé de son parcours professionnel, mais plutôt de son parcours de vie. Un plaisir, un plaisir. Et c'est pas la dernière émission, rassurez-vous. Deep Conversation est là pour être cet espace qui donne la parole à tout le monde. Et ensemble, on partage nos histoires, on écoute les parcours de vie et on tire des leçons. On a l'habitude de dire dans cette émission, Yebelardo, 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 toujours on a cadré Yebelardo. À très bientôt.